Puis ce moment-là était génial, quoi, parce que bah t'es tout en haut du volcan, t'attends Thibaut et son pacer. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des moments où en plus t'as plein d'images. Donc on avait avec nous aussi un autre photographe qui faisait des photos pour le projet. Et puis pour ce coup-là, il y avait toute la team du projet qui est montée en haut du volcan exprès aussi. Donc c'est vrai que c'était un moment assez chouette ou un peu l'apothéose de ce projet-là, quoi. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Salut chers trailers et celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, car vous le savez, même si le LTP est le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, eh bien il est ouvert à tout type de pratique, à même ceux qui ne sont pas sportifs et qui souhaitent le devenir et qui veulent en apprendre plus sur notre belle pratique. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode, une nouvelle fois sous forme interview, et je vais vous présenter dans quelques instants mon nouvel invité. Juste avant ça, je souhaite saluer les nouveaux Patreons, et cette semaine ils sont encore une nouvelle fois trois nouveaux Patreons et Patreons, donc je suis très content. Je salue Carlos, Laura et Thomas qui nous ont rejoints cette semaine dans la communauté des Patreons, et comme vous le savez, votre soutien est primordial et super, hyper, terriblement important pour faire en sorte que le LTP puisse continuer, soit le plus indépendant possible, et donc voilà, votre soutien est fondamental. Donc merci à celles et ceux qui m'apportent leur soutien sur cette plateforme. Je répète, patreon.com/let's try le podcast. Et puis en plus, vous bénéficiez de tout un tas d'avantages. Vous bénéficiez de l'accès aux épisodes en avant-première, de la partie réservée uniquement au Patreon, de l'accès à la visio que l'on effectue chaque mois, et tout un tas d'autres avantages. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à un photographe de sport outdoor et plus particulièrement de trail running de 21 ans. Il nous parlera de son enfance au pied du Mont Aigual, de son passé sportif de handballeur, de son arrivée dans le trail running, de sa relation avec son frère qui est également trailer. Il nous parlera également de sa formation de photographe vidéaste, de sa relation avec les marques et le milieu du trail running, et nous parlerons également plus largement de la communauté des trailers d'aujourd'hui. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, voici ma conversation avec Justin Galland. Salut Justin, comment vas-tu? Je te remercie énormément de me rejoindre et de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico, merci beaucoup, ça va, et trop content vraiment d'être là. C'est vrai, on se côtoie depuis un moment, on échange pas mal sur les réseaux notamment. On s'était croisés, je sais pas si tu te rappelles, sur le trail de la Cité de Pierre chez notre ami Guillaume, où tu étais l'année dernière pour photographier l'événement où il y avait uniquement les élites, et tu m'avais gentiment permis de t'accompagner sur les ravitaux, etc. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, carrément, c'était il y a un an là, ça fait pas longtemps, jour pour jour presque. Tu n'y étais pas là cette année, toi, sur le trail de la Cité de Pierre, hein? Ouais, j'avais pas pu y aller, j'avais pas de projet là-bas professionnel, Du coup j'avais un autre projet en parallèle, donc effectivement, mais l'édition avait l'air sympa aussi. Ah, c'était cool. On salue d'ailleurs Guillaume une nouvelle fois. Justin, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, je m'appelle Justin Galland, donc j'ai 21 ans et je suis donc photographe et vidéaste de sport outdoor et surtout, principalement, donc de trail. D'accord. Ok, tu es basé où? Alors maintenant, donc j'habite sur Annecy, ça va faire 1 an et demi que je suis sur les bords du lac d'Annecy. D'accord. Justin, comme tu le sais, parce que tu écoutes les épisodes du LTP, et je te remercie d'ailleurs, en passant. Carrément. Tu me disais juste avant que tu avais écouté l'épisode avec Thomas Laure Blanchet. Ça faisait un moment que tu voulais l'écouter et que tu avais saisi l'occasion de l'écouter, donc je te remercie beaucoup. Tu sais que dans le LTP, j'aime bien commencer par le début de l'histoire de mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi? Du coup, donc je suis pas du tout originaire des Alpes, de la Savoie et tout ça. Donc moi, je suis originaire des Cévennes, du sud des Cévennes, donc une région au nord de Montpellier. Une région un peu similaire, un peu comme autour de Millau et les plateaux qu'on connaît de la course des Templiers. Donc en fait, c'est le sud des Cévennes et des plateaux calcaires. C'est Donc je suis vers originaire. Florensac, tout ça
En dessous de Florac, ouais, c'est Florac, ça. Bah, pardon. alors moi, Ouais. c'est à côté du Vigan, exactement. Ouais. Donc c'est au pied du Mont Aigual, pour ceux qui connaissent peut-être le Mont Aigual, pour plein d'activités sportives qui sont cool. Donc voilà, moi j'ai vécu ouais, mes 18 ans, toute mon enfance là-bas, dans un village où il y avait 50 habitants. Donc comment dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités à part les champs et les troupeaux Allez, de. cite-nous le nom du village exact. À Blandas, c'est celui auquel j'ai fini mon enfance. Ouais. Donc c'est juste à côté du Cirque de Navacelle, qui est en fait un lieu assez connu et touristique, Mhm. qui est vraiment pour moi c'est un peu voilà mon lieu de cœur, là où j'ai grandi et où j'ai vraiment fait beaucoup de choses, et y compris des choses en rapport avec ce que je fais aujourd'hui, donc avec du trail, des photos et tout ça. Et puis ouais, j'ai fait beaucoup de sports aussi, donc dans mon enfance. Alors pas du tout des sports en rapport avec l'outdoor, en rapport avec la nature. J'ai fait du handball. Mhm. Donc j'ai fait 10 ans de hand toute mon enfance, donc au Vigan, la petite ville à côté de chez moi. Et puis à côté de ça, quand même, ouais, c'était le week-end. Moi, c'était à fond. Aller faire, c'est un peu cliché de dire ça, mais je me sens vieux quand je dis ça, mais c'est un peu vrai. C'est aller faire des cabanes. Enfin, j'ai des souvenirs où encore tard, quoi, entre 10 et 15 ans, tu sors, tu prends le vélo, tu vas dans les champs, tu vas faire des cabanes. Et puis ouais, j'ai été tout le temps motivé par ça, quoi, par les découvrir. Les environs de chez moi qui étaient c'est pas de la montagne, mais qui étaient de la campagne un peu rude, où voilà, on allait grimper un peu tous les arbres, les falaises à droite à gauche. Tu faisais du Donc trail sans t'en rendre compte en fait. ouais, je pense un petit peu. Un petit peu. C'est vrai que ouais, le mot trail est quand même apparu hyper tard pour moi, et la discipline, mais c'est vrai qu'au final, j'ai toujours été quand même beaucoup dehors, quoi. Je crois que tu as un frère, non? Il me semble avoir vu passer une vidéo de toi où tu suis d'ailleurs ton frère qui est trailer aussi, me Ouais, semble-t-il. C'était quoi la ouais, relation carrément. avec lui plus jeune? Ouais, du coup, j'ai un grand frère. Alors, pour rien cacher, je pense que tous les petits frères s'identifieront à ça. J'ai fait un peu tout comme lui. Donc, c'est vrai que quand il a commencé le handball, donc il a 50 plus que moi, donc il a fait les choses quand même bien avant moi. Et quand il s'est mis au handball, je me suis mis au handball. Et puis après, il s'est mis au trail. Et puis, voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, aussi en trail. Et ouais, on a une super relation. On partage vraiment toutes les mêmes passions, voilà, de la montagne aujourd'hui. Il habite aussi à Grenoble, donc c'est vrai qu'on se voit souvent, et puis voilà, on est vraiment venu, on s'est expatrié de notre région qu'on adore toujours, mais pour venir en montagne, parce que c'est vrai que c'est ça qu'on aime et qu'on partage ensemble, et donc ouais, ça c'est chouette d'avoir aussi T'as qu'un une seul personne comme frère. ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et l'environnement familial, les parents étaient comment? Plutôt sportifs, plutôt casaniers? Je dirais sportif. Alors, je sais, enfin, donc mes deux parents ont fait beaucoup de sport quand ils étaient plus jeunes. Ma mère même à haut niveau et tout ça, en gym, etc. Quand elle était donc plus jeune, j'ai pas connu. Et puis mon père alors, je sais pas si ça vient de là avec mon frère qu'on s'est mis à ça, mais peut-être a commencé à faire du trail, qui était pas du tout du trail, je pense, dans les années 80-90. À faire par exemple c'était les 90 km des dentelles du Mont-Mirail, enfin du Ouais. Ventoux. Je crois que c'est un des premiers C'est événements trail de France, hein. un peu, ouais, Mhm. c'était vraiment les prémices. Alors Mhm. moi, je l'ai pas du tout connu, hein, j'étais pas né. Il a arrêté de courir bien avant. Alors il faisait toujours quand même pour son métier pas mal de sport, d'activités. Puis il a beaucoup marché. Donc il nous a amené quand même, voilà, les vacances. J'ai passé des vacances dans les Pyrénées, j'ai passé des vacances dans les volcans d'Auvergne à faire des randos, puis même autour de chez nous. Donc c'est vrai qu'on a quand même été amené à aussi un peu pas pousser, mais voilà quoi, motivé à aller dehors et à faire des balades et toutes les activités qu'on pouvait faire, en tout cas dans notre région, et d'aller dehors, quoi. Tu as parlé de ta pratique du hand, tu as dit que tu en avais fait un certain temps, à un certain niveau, et j'aimerais savoir dans quel état d'esprit tu faisais ce sport-là. C'est dans un esprit compétitif ou pas du tout? Ouais, donc ouais, j'ai fait pratiquement 10 ans de hand. Toute mon équipe, en fait, ont été mes meilleurs potes, que ce soit au lycée, en dehors, etc. Donc on avait une base, c'était un petit club, donc c'est très familial. Donc effectivement, on avait une base amicale avec ce groupe-là. Et par contre, on a eu la chance d'avoir un petit noyau quand même très sportif de cette équipe, et on a pu jouer du coup à haut niveau, enfin entre guillemets très haut niveau, donc le meilleur niveau de France en national, mais sans jamais exceller, hein. On tombait donc contre les équipes habituelles qui étaient voisines de chez nous, Montpellier, Nîmes, etc. Même par chez toi aussi, vers Aix-en-Provence. Mhm.
qui sont des équipes pro. Et donc bon voilà, on n'a jamais performé, mais en tout cas on a joué à très bon niveau. Effectivement, c'était quand même très compétitif, à la fois très amical et bonne ambiance parce qu'on était tous des meilleurs potes, mais compétitif. Ouais, je pense que c'est quand même un truc qui, même dans ma pratique en règle générale, pas au jeu pas actuel, mais d'enfance, la compétition était quand même un peu là pour se motiver à faire mieux, et ouais, dans n'importe quel domaine, quoi. Euh, Tu te voyais quoi, adolescent, là, à cette période-là, entre deux âges, là, entre l'enfance et l'âge adulte, au niveau de ton avenir, tu t'imaginais comment? T'avais déjà une idée de ce que tu voulais être? Ouais, alors moi j'étais quelqu'un, je pense, depuis petit, à avoir vraiment des changements de passion. Donc j'ai eu une grosse passion pour la musique, après, etc. Plusieurs passions à fond. Et puis mes parents m'ont toujours encouragé. Donc en fait, j'ai switché un peu de passion à passion. Et puis un jour, j'ai eu une énorme passion donc, pour l'astronomie. Donc tout ce qui a un rapport aux étoiles, etc. Et puis ouais, au début, au milieu de mon adolescence, je voulais vraiment faire ça. J'étais parti à fond, mais à 1000% pour essayer de travailler là-dedans. Bon, j'ai pris une grosse claque après en rentrant dans des études scientifiques, en filière S, quoi, mais parce que j'ai compris que c'était pas du tout adapté pour moi, parce qu'en fait, au final, ce métier-là d'astrophysicien ou d'astronome, c'est que de la science et donc des matières scientifiques. Donc bon, ça, j'ai pris une petite claque, un revers de médaille qui m'a orienté du coup sur ma passion qui est deuxième, qui était du coup la photographie, et qui celle-là à peu près marché du coup. J'aimerais revenir justement sur cette formation-là, puisque comme on le disait dans l'intro, là, tu es photographe vidéaste. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le cursus que tu as suivi pour te former sur ce métier, pour ce métier? Bah, en fait, il y a pas vraiment de cursus obligé pour faire ce métier-là. C'est pas un métier où on demande des diplômes pour travailler. Mhm. Donc c'est souvent énormément d'autodidacte. Moi-même, j'en ai une partie. En fait, j'ai commencé la photo quand même très tôt, mais du coup, à la fin de mon lycée, bah, je me suis dit, bon, bah, vu que j'aimais la photo, j'ai voulu faire des études de photo parce que à 18 ans, c'est quand même compliqué de se lancer en tant que professionnel Mhm. dans n'importe quel domaine. Et donc j'ai fait un BTS, donc un brevet de technicien supérieur en photographie, donc assez très simplement. Donc c'est vraiment des études donc de 2 ans où tu travailles que autour de la photo, tout ce qui peut s'y toucher, donc la prise de vue, l'impression, la retouche, et cetera. Donc j'ai fait mes études à Biarritz, donc Ah, ouais, sympa. pendant 2 ans, ouais, carrément. Et c'est vrai que Il y a c'était pas pire comme mal. endroit. Je connaissais pas du tout, et puis c'est quand même là-bas aussi que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de trucs, notamment, bah, un peu le trail, un peu Mhm. la montagne et puis la photo en montagne aussi. Donc c'est vraiment, ouais, là-bas que j'ai commencé ça. Mais ouais, du coup, voilà, pour revenir à cette formation-là, donc c'est une formation qui permet aussi et surtout de faire que ça, quoi, pendant 2 ans, de se dédier à ma passion, quoi, qui était la photo. Et puis la vidéo aussi est venue, très tôt, bien avant mes études, où j'étais également autodidacte. Et en fait, voilà, aujourd'hui, dans ces métiers-là, tu es obligé d'apprendre par toi-même en faisant. Et c'est ce que j'ai commencé à faire très tôt. Et voilà, j'ai fait mes études aussi en rapport avec ça parce que moi, j'avais pas d'autres idées. Sinon, je serais allé à STAPS comme la plupart Comme de mes beaucoup. potes. Voilà. Donc bon, c'était pas pire. Non, mais au moins tu savais de. Voilà, t'avais une passion et tu te rappelles un peu le moment où cette passion est venue, tu as tes premiers moments tes premiers souvenirs de photographie ou de vidéo? Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est un peu rigolo parce que donc c'est en rapport avec l'astronomie où en fait, j'ai commencé à piquer l'appareil de mon père qui l'utilisait aussi. C'était un bon appareil pour son métier. Et puis j'ai commencé à l'utiliser pour faire des photos d'étoiles. Alors c'est contre-intuitif à 100% parce qu'en fait, la photo dans la nuit, c'est la plus compliquée à gérer. Donc quand tu commences, en général, personne commence par ça. Mais bon, moi, c'était ma passion. Et du coup, ouais, j'ai commencé à faire donc de l'astrophoto un peu ouais, à 14-15 ans. J'avais un télescope et tout, donc je faisais ça, j'étais à fond sur ça. Et donc ouais, j'ai appris la photo vraiment là-dedans, dans ce domaine-là. Et puis après, bah, j'ai un peu divagué par plus dans la nature et puis la journée. On va revenir un petit peu sur la partie professionnelle qui t'anime aujourd'hui. J'aimerais revenir, ou venir tout du moins, tu en as parlé tout à l'heure avec ton frère, avec les relations que tu as avec ton frère. La découverte du trail, tu te rappelles un peu le moment, c'est donc par le biais de ton frère et tu te rappelles un petit peu le contexte? Oui, et alors effectivement, alors les premiers souvenirs de trail que j'ai eu, c'était aussi donc au Vigan, la petite ville à côté de chez moi. Il y a une édition d'un trail qui a 19 ans Le cette année. Seven Donc Trail. ouais, c'est Seven ça, le Trail, le Seven Vigan. Trail. Mm. Et du coup, en fait,
c'est vrai que bah du coup je le voyais enfin une fois par an, même si je le faisais pas et j'avais pas du tout de rapport avec ça. Mais bon, c'est un gros événement dans la région où il y a pas grand chose, donc t'entends parler. Et donc ça c'était je pense un peu mes prémices un peu de trail et d'entendre ça de loin. Après effectivement ouais quand même très tôt avec mon frère qui s'y est mis quand il avait donc ouais 20 je dirais 22 ans, donc moi j'en avais quand même 16-17. Et en fait, ouais, j'ai commencé un peu à bah, l'été, donc on s'entraîne pas au hand, c'est un peu la coupure annuelle en saison de handball. Et donc l'été, j'ai commencé à être pris au jeu et puis à essayer d'aller un peu courir et à faire même mes premiers trails. Alors j'ai fait quelques compétitions quand j'avais des petits 10 et 15 bornes, quand j'avais ouais 15-16 ans, ouais, c'était quand même c'était autre chose quoi. Ça avait rien à voir, ça faisait un peu peur même au début, mais euh, mais c'était une sacrée expérience. Aujourd'hui, tu pratiques toujours, il me semble, puisque quand on s'est croisé chez Guillaume, tu avais l'air d'avoir la forme et la pêche, tu me semblais affûté. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la manière dont tu pratiques aujourd'hui, sur quel format, combien de fois tu t'entraînes, et après on y viendra, le rapport avec ton métier et l'intérêt que ça a. Bah, c'est vrai que c'est compliqué à dissocier ce rapport-là. Hmm. Aujourd'hui, donc je fais pas du tout de compétition, hein. Je cours pas pour la perf parce que j'ai la chance du coup par mon métier d'avoir découvert le haut niveau dans ce sport et le côtoyer et travailler avec ce haut niveau-là et les athlètes. Donc je sais enfin voilà, chacun à son niveau, hein. C'est pas, je critique personne, mais juste je connais le haut niveau et du coup je sais à quel point j'y suis pas du tout. Et puis en étant un peu compétiteur et puis pas du tout tête à faire la compétition pour soi-même, etc. Donc aujourd'hui je fais pas de compète. Par contre effectivement je m'entraîne et je pratique énormément donc de trail et puis un peu pas mal de sports, de plus en plus de ski. Je m'y suis mis bah, du vélo et puis une montagne en règle générale et aussi vraiment de l'aventure, enfin entre guillemets un peu de l'aventure en montagne. Donc c'est du trail, mais ouais, pas des ultras, mais voilà, j'adore passer, pouvoir sortir des heures en montagne et vraiment en rapport et avec objectif numéro un, pas une compétition, mais mes projets pro qui en fait voilà se rapprochent à ça dont on va parler. Tout à fait. Donc tu me confirmes, c'est étonnant, mais c'est intéressant que tu ne participes jamais à de compétition de trail. Exactement, C'est j'en ai fait. volontaire, c'est quelque chose, une règle que tu te fixes ou c'est comme ça, c'est Non, naturel. c'est vrai, c'est vraiment en fait, j'en ressens pas l'envie, ni le besoin. En fait, je me comble tellement dans la entre guillemets «ma performance à mon niveau», donc pour moi, mes objectifs, de perf, en fait, c'est mes projets pro qui demandent une certaine condition physique et du coup, je me comble tellement là-dedans qu'au final, ouais, je ressens pas du tout le besoin de faire des compètes. Alors entre guillemets, j'ai fait un peu, bah, tu vois, cet hiver, j'ai fait un petit trail, mais parce que, bah, voilà, j'avais tous mes potes, mon frère, enfin, c'était vraiment pas du tout, enfin, il y avait aucune préparation ni rien. Bon, plus peut-être des moments comme ça, clés, un peu rigolos, à droite, à gauche. Mais ouais, non, pas du tout, de compète en prévision pour le moment. C'est intéressant parce que j'ai deux épisodes qui sont sortis récemment là, avec Claire Bernard que je salue et Amandine Ferrato où on a beaucoup évoqué ces aspects d'intérêt pour la pratique, du sens qu'on peut donner à notre pratique. Et toi, tu as vraiment une approche particulière. Alors, tu disais que ton moteur c'était le fait de pouvoir suivre les athlètes que tu photographies, mais t'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose pour te pousser un peu plus en termes de préparation notamment? Si, et c'est aussi là qu'il y a un second souci, et je sais d'ailleurs que je l'ai déjà entendu dans tes discussions avec Simon Duguay, que je Ouais. salue et que j'apprécie On beaucoup, salue Simon. et même avec d'autres photographes qui sont des collègues et avec qui je parle beaucoup. Il y a une vraie difficulté dans ce milieu-là, et en règle générale dans l'entrepreneuriat, quand tu bosses pour toi, c'est que c'est difficile quand tu travailles beaucoup, de trouver du temps ou de dire non à des projets. Donc là, j'en suis dans une période actuelle qui en est un très bel exemple où bah, je peux absolument pas m'entraîner, je fais que travailler. Et donc c'est dur parce que bah, voilà, le printemps arrive, je sais que je vais avoir des projets qui vont commencer à arriver, des projets en montagne longs où je vais devoir être en condition un peu. Et donc là, c'est vrai que bah, voilà, c'est toujours pareil, bah, il faut que je fasse du montage devant l'ordi. Ok, il faut que j'aille courir. Ok, bah, très bien. Le matin, je me dis, je vais courir à l'après-midi. Puis en fait, ça t'arrive le soir, 20 h, t'es pas allé courir, t'es resté devant l'ordi. Et donc, c'est ouais, c'est un peu compliqué la gestion de ça et de faire la part des choses entre se mettre des limites de travail pour aller courir et en même temps
bah voilà, c'est toujours compliqué cette situation. Ouais. J'aimerais bien, si tu veux, qu'on parle un petit peu de tes premiers pas professionnels. Donc, tu es diplômé de ton BTS photographie. Donc, tu as des bonnes bases. Hein, j'imagine qu'on apprend les bases techniques, etc. Donc, c'est solide, mais tu as quand même une approche artistique. Déjà, dans un premier temps, la question que je te pose, c'est est-ce que tu sens que tu as une approche particulière par rapport aux autres ou pas? Non, moi on dit souvent que dans ces domaines-là, je vais dire artistiques, mais bon, avec des grands guillemets parce que je suis pas fan de ça. Mais dans ces domaines-là, c'est l'œil qui fait. Il y a des gens qui sont nés pour ça, etc. Alors moi, je pense pas forcément, ou peut-être, mais pas du tout pour moi. Ouais, moi, j'ai fait de la photo depuis 14 ans, depuis mes 14 ans, pardon, donc j'en ai 21. Ça fait quand même longtemps, même si je suis encore jeune, que je fais ça. Donc j'ai quand même fait beaucoup de photos et de vidéos et de créations et donc d'expériences que tu prends. Et en fait, c'est comme ça que moi surtout je me développe. Donc, je pense pas que j'ai une approche différente. Simplement, bah voilà, ça fait longtemps que je fais ça et du coup aujourd'hui, je suis passé par toutes les erreurs qu'on doit faire, que beaucoup de gens font au début et c'est normal. Et donc aujourd'hui, j'en fais moins et j'essaie d'en faire encore moins. Et donc voilà, c'est surtout de ce niveau-là et de ce côté-là, c'est vraiment pratiquer et être aussi, alors encore une fois, ça aussi, les mots artistiques et le deuxième que je vais énoncer là, je suis pas trop fan, mais donc être perfectionniste, alors j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que quand je fais une vidéo, quand je finis des photos, etc., 2 heures après ou le lendemain, quand je les revois, je m'arrache les cheveux parce que je suis là, ok, il y avait trop de trucs que je peux faire mieux, ça va pas, je sais qu'en plus, j'aurais pu faire comme ça. Et donc, ce côté-là, je pense que c'est vraiment ça, et on l'a tous un peu, ceux qui font ce métier, qui permet de progresser et qui permet bah, d'aller chercher voilà, de plus belles choses encore, de plus belles images. Hormis cette notion de formation en BTS, tu as dit que tu étais autodidacte. Par quel biais tu t'es formé en plus de ce BTS? Et la question que je me pose aussi, c'est est-ce que tu as entre guillemets, des mentors dans le métier? Ouais, alors bah, au niveau de formation, on a la chance avec le digital aujourd'hui d'avoir accès à tout, donc vraiment tout ce qui peut y passer, YouTube, des forums, et puis pratiquer avec. Donc voilà, c'était regarder des vidéos YouTube, ok, après tu descends dans le jardin, t'essayes, et puis tu refais ça. Donc ça, c'est au niveau de l'apprentissage un peu. Et après, des mentors, oui. Alors sur le tard, j'aime bien le dire parce que c'est quand même quelque chose, un peu un déclic sur. J'étais pas du tout parti pour faire forcément de l'outdoor, je connaissais pas trop ce milieu non plus. Et en fait, pendant mon BTS, j'ai dû faire des stages, donc ça, c'est un peu la grande chance que moi j'ai eue par rapport à ces études-là. J'ai fait 3 stages différents dans 3 milieux différents de la photographie, donc rien, qui avait rien à voir, voilà, du photojournalisme à Paris, du, et puis du portrait, etc. Et puis mon dernier stage, je l'ai fait donc à Chamonix avec Mathis Dumas, qui est en fait photographe et guide de montagne, qui est aujourd'hui enfin oui, je peux pas peur de le dire, un peu une pointure de la photographie. J'ai eu la chance qu'il me prenne, alors que bah, il n'avait jamais fait ça, donc il me prenne un mois et demi avec lui. Alors c'était une période en décembre où qui était assez calme, donc on n'a pas fait de gros projets. Parce que pour ceux qui le connaissent, il va en montagne, il fait du ski, de pentraid, enfin il fait de l'alpi et tout ça. Donc voilà, j'ai pas fait ça, mais en fait rien qu'en étant avec lui, en le côtoyant et en découvrant ce milieu-là, en fait il a un milieu pareil de haut niveau, plus tourné du coup montagne et haute montagne que trail, mais qui en fait moi me faisait rêver. J'ai découvert un milieu et vraiment j'ai eu un énorme déclic sur ce milieu de l'outdoor et sur cette passion de la montagne. En fait, il se réveillait, des fois, ça part sur des shootings en montagne, des fois, il va juste pratiquer pour lui, il va faire des images. Et puis, je voyais en plus, et c'était moi un peu derrière qui, pendant ce stage, qui reprenait ces images. Et du coup, c'est moi qui les éditais ou qui faisais du montage de ces vidéos. Et puis, ça faisait rêver, quoi. C'est des vidéos de Léo Slémet, certains connaîtront, ou de Marion Herty, qui sont son entourage proche. Et puis, moi, j'ai ça sur mon ordi, je vois passer des vidéos de GoPro enfin, c'est quelque Ouais, chose où ça t'a fait briller les yeux, quoi. Ça t'a fait ouais, rêver. quand j'ai encore 19 ans, quoi, c'est des choses que j'idolâtrais complètement avant, mais de très loin, Mhm. depuis les réseaux, depuis Instagram, les choses qu'on voit, mais de très très loin. Et là, je me suis retrouvé là-dedans, et puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Je me suis dit, je veux rien faire d'autre dans ma vie, je veux faire ça. Ouais. T'as eu ce déclic à ce moment-là. Tes premiers pas en tant que, on va dire, professionnel, hein, c'est assez tôt, puisque à la vingtaine, comment ça se passe, tes premiers contacts avec les marques, avec le milieu du trail running? Alors, est-ce qu'il y a eu
là, tu parlais de milieu d'alpinisme, etc. Mais j'ai l'impression que tu as voulu rapidement t'axer sur le milieu du trail. Ça a été quoi les premiers contacts avec ce milieu-là en particulier? Ouais, bah du coup, pendant mes études donc à Biarritz, un petit peu en amont, en fait, j'ai découvert le trail là-bas parce que on sous-estime un petit peu le trail là-bas, mais en fait, le Pays Basque français et Hmm. espagnol est un formidable terrain de jeu, mais vraiment pour le trail, c'est trop bien. Donc je me suis mis quand même pas mal au trail en fait avec le Covid, il y avait plus de handball aussi vers la fin, donc en fait, j'ai un peu flanché et je me suis dirigé petit à petit de plus en plus en montagne, d'aller faire des photos au lever de soleil, au coucher de soleil, du coup en tenue de trail parce que bah, tu vas faire de la rando un peu rapide. Donc j'ai quand même vraiment pas mal pratiqué entre guillemets, on va dire bah, du trail quoi là-bas. Et puis j'ai découvert aussi un peu des courses au Pays Basque et j'allais faire enfin j'ai eu l'envie d'aller faire deux trois courses en photo au Pays Basque. J'ai eu aussi une première grosse expérience du trail, c'était avec sur la Skyrun, qui est aujourd'hui quand même une course pas mal connue en France. Avec Nicolas? Voilà, c'est ça, mais en fait, j'ai eu l'expérience d'aller photographier la Skyrun, mais pour Thibaut Barognan, D'accord. Mhm. qui en fait que j'ai contacté parce que, bah, encore une fois, motivation de mon grand frère qui m'a dit: «Oh regarde, il y a Thibaut qui va faire la Skyrun, c'est juste à côté», donc au Pays Basque, à côté de Biarritz, là où je faisais mes études. Donc je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu voudrais que je vienne te faire des photos et tout?» Puis il a gentiment accepté évidemment, au début, enfin il pouvait ne pas il pouvait que être content, que quelqu'un fasse des photos quoi, même si j'étais connu de personne, Mhm. j'avais très peu de choses à montrer, mais bon, voilà, c'était cool de sa part d'accepter. Et donc j'y suis allé, et puis pareil, là c'était aussi un premier moment où j'ai bien côtoyé ce milieu-là, et puis pas avec n'importe qui en plus, enfin c'est chouette, mais bon, quand tu te balades dans les rues d'Asquin avant le départ, il y a des gens qui lui demandaient des selfies. Moi je faisais des photos, bah j'étais un peu avec les yeux grands ouverts en me disant waouh, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais bien renseigné sur ce milieu avant de l'intégrer ou c'est vraiment comme ça que tu es allé parce que tu faisais du trail et ça te plaisait et t'as voulu te lancer dans ce milieu-là? Ouais, bah, j'ai vraiment appris à le connaître au fur et à mesure et encore aujourd'hui, hein. Mais non, sur le tard, vraiment sur le tard. Je regardais un peu, tu vois? Comme beaucoup de monde, je pense, on regardait les lives de l'UTMB, des choses comme ça, j'en parlais de temps en temps. Mais c'est vrai que j'étais pas encore enfin, j'étais loin de connaître un peu tout le monde et tout ce qui se passait et comment ça fonctionnait, quoi. Ce qui c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que à un moment donné, alors avec un peu l'aide de ton frère aussi, hein, qui t'a peut-être a priori poussé pour provoquer un peu le destin, c'est souvent ça qu'on voit dans les gens qui réussissent, hein, c'est que ça va, on bouscule un peu les habitudes, on provoque les choses, et c'est vrai que le fait de contacter Thibaut que tu connaissais pas, c'est une trait de caractère que tu avais originellement ou que avec ton frère ça l'a développé encore, cette notion Non, de... ouais, je pense que je l'ai depuis petit, ouais, ça pour le coup, pour revenir encore une dernière fois à ça, mais par exemple en astronomie, en fait, je faisais, à 14-15 ans des mini-conférences, devant des personnes enfin, des adultes quoi, qui avaient, bah, j'en sais rien, mais 40 ans, et qui en fait, c'est un milieu, l'astronomie, où qui est un peu méconnu, enfin, on n'a pas forcément de connaissances sur ça. Et en fait, c'était rigolo, et je sais on me l'a souvent redit, et mes parents me le montraient alors que moi j'y croyais pas trop. Mais en fait, bah voilà, des personnes et des adultes qui en fait t'écoutent et qui apprennent des trucs, et beaucoup de trucs, parce que bah, forcément c'est facile quand tu es passionné par un domaine peu connu comme ça, bah, d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas. Donc ouais, ça je l'ai toujours partagé, et je pense que c'est aller chercher les choses et pas avoir peur ni du ridicule entre guillemets, ou du moins du non quand tu demandes des choses. Ça, je pense que je l'ai, et puis il faut l'avoir dans tous les cas quand tu fais, bah, quand tu veux travailler pour toi et quand tu veux suivre ta passion. Je pense c'est un peu comme dans le sport, faut avoir peur de rien entre guillemets quoi. Non mais c'est absolument, enfin, moi je trouve ça fondamental ce que tu viens de dire, c'est absolument la clé pour moi de... Alors la réussite, on va mettre des grands guillemets à la réussite, hein, on peut réussir sans forcément réussir professionnellement, mais je veux dire si on veut créer des choses, moi je le vois très bien avec mes projets divers et variés, et c'est ce que j'essaye d'inculquer aussi à ma fille. Je pense que la curiosité et donc le goût du travail et puis la prise de risque, ce sont des notions indispensables à la réussite. Et toi, tu penses que ce sont tes parents qui t'ont donné ce goût-là? Ouais, je sais pas, oui, mais oui, forcément, c'est dans l'éducation, hein. Quand t'es jeune, enfin, tu l'apprends pas comme ça. Donc, ouais, ouais, bien sûr, moi, je me trouve super chanceux d'avoir été soutenu et d'avoir eu une éducation comme ça par mes parents, et avoir été soutenu dans cette passion-là. Donc, ouais, je pense que c'est quand même en partie grâce à ça. Est-ce que tu avais, lorsque tu contactes Thibaut là pour la première fois, est-ce que tu avais une vision un petit peu de la manière dont tu allais construire
ta carrière, ton activité, ou est-ce que là c'était vraiment uniquement dans un cadre one shot, tu t'es dit on verra bien ce qui se passe? Est-ce que tu avais des idées derrière la tête? Non, pas tout de suite. C'était vraiment. Je pense que j'ai eu des idées en fait 3 mois avant 3-4 mois avant la fin de mon diplôme où j'ai fait ce stage donc avec Mathis Dumas. Mais avant, en amont de ça, ouais, j'adorais hein, ça. Franchement, j'avais couvert deux trois courses en photo et puis j'aimais bien ça. Mais bon, de là à me dire, enfin, je savais jusqu'au dernier moment, ouais, non, je me projetais pas du tout. J'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire. Ce qui est possible après un BTS, c'est de faire une école supérieure en photographie. Et en fait, les écoles qu'on connaît, c'est les Gobelins à Paris, c'est l'école Louis Lumière, des choses comme ça. J'avais projeté de faire une école d'art à Genève. Enfin bref, des plans un peu sur la comète. Mais bon, c'était pas des choses que j'étais convaincu. Enfin, j'avais envie de faire ça, quoi. Je savais pas trop. T'as senti à ce moment-là, là, une fois que tu finis ton BTS, qu'il y avait des trucs à faire dans ce milieu-là et que tu allais peut-être saisir l'opportunité, c'est ça un peu qui t'a guidé? Bah, c'est ça, ouais. Après ce stage-là où j'ai découvert un peu ce milieu-là et que j'ai compris que bah, il y avait des gens qui étaient intéressés en fait pour avoir des images et ça allait se faire de plus en plus aussi. J'ai pas compris à 100% au début car oui, on est dans un monde en fait hyper digital et il y a une énorme demande euh, de photos, de vidéos et de création de contenu. Mais ouais, par contre, quand j'ai découvert vraiment, du coup par le biais de l'outdoor, la demande qu'il y avait énorme dans ce milieu-là, là, je me suis dit, ouais, j'ai fait que penser à ça quoi, pendant des semaines et des semaines avant la fin de mon diplôme. Je me suis dit, en fait, ok, je veux faire ça. Comment? J'ai quelques connaissances dernièrement, mais bon, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc, ouais, après, à un moment donné, j'étais sûr de vouloir faire ça. Est-ce que tu as eu, mis à part Mathias, c'est ça tu disais, ou Mathieu? Mathis Dumas, ouais. Mathis, pardon. Est-ce que tu as eu, à part ça, dans le milieu du trail et notamment de la photographie en particulier, des gens qui ont pu t'aiguiller au tout début, là, on pense peut-être à David, on pense à Alexis, à Simon, peut-être, je crois qu'il est arrivé un peu en même temps que toi, mais est-ce que tu as eu des gens qui t'ont conseillé? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, alors qu'ils m'ont conseillé, pas directement, mais évidemment que tu regardes et que tu apprends d'eux, entre guillemets. Bah, évidemment, ouais, Alexis Berg, qui aujourd'hui, j'ai pu travailler déjà avec lui et c'est trop bien. Mais ouais, à l'époque, c'était pour moi l'objectif numéro un, c'était de vouloir faire ça, quoi. C'était vraiment le rêve de faire ça. Et après, bah, il y a eu plein de monde, mais bah, il y a les Mountain Legacy aussi que je regardais énormément. C'est un groupe Ils sont vers chez moi? Ouais, carrément, ouais, ils sont vers Hmm. Marseille. Ils sont à Et Marseille. ouais, c'est Hmm. ça. Et voilà, que j'ai regardé aussi. Et en fait, mais pour le coup, bah, tu le connais pas, mais du coup, Mathis Dumas faisait aussi du trail. En fait, il travaille beaucoup avec North Face, donc il a Mhm. quand même fait pas mal de trail. Et donc, ouais, c'est un peu tout ce groupe-là. Et puis bah, après, voilà, encore d'autres aussi, comme Yann Corles. Ah, Donc, Yann, c'est des- un anglais, ça, il a un podcast, lui d'ailleurs. alors, ouais, je connais pas son Ouais, podcast, ouais, ça mais s'appelle effectivement. Talk Ultra, Ok, pour ah bah, info, que trop j'écoutais bien. il y a bien longtemps. Hmm. Ok, mais voilà, c'est évidemment des personnes que quand tu touches à ce milieu et à la photo et à l'image de ce milieu-là, Mhm. bah, je regardais évidemment de loin au début, mais que je regardais à fond. Ouais. Tes premières expériences, tes premiers contacts, parce que là tu parlais de l'expérience sur la Skyring avec Thibaut Barognan, j'imagine qu'il n'y a pas eu de rétribution à ce stade-là. Tes premières expériences rétribuées, tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte c'était? Ouais, bah du coup c'est ouais, été 2020, donc en juin je suis diplômé et en fait en juin, donc c'était juste après le Covid. Donc en fait il y avait ben, rien, il n'y avait pas de course, le milieu était hyper calme en fait, tout avait été annulé. Et moi je voulais quand même faire ça. Et puis, du coup, par un peu ce qu'on m'avait dit et les connaissances que j'avais pu avoir, en fait, j'ai contacté bah, des gens, entre autres des jeunes athlètes, donc des jeunes élites, que je connaissais pas du tout, hein, mais j'ai contacté sur les réseaux, et notamment que tu connais certains bien, Sylvain Cachard, entre autres, ou tu vois, Anthony Felbert, Antoine Charvolin, et j'ai contacté pas mal de jeunes comme ça. Et puis, en fait, je leur ai dit, bah, les gars, écoutez, vous voulez qu'on aille faire des photos, un de ces quatre, vous êtes dispo et puis ils ont tous accepté bah, parce que bah, voilà, il n'y avait pas plus de choses, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de course, donc tout le monde était dispo. Et donc j'ai fait plusieurs shootings en quelques jours, en quelques semaines, des shootings qui sont super bien passés parce que voilà, quand tu es passionné de ça, même si j'avais un peu peur de rencontrer des gens qui au final pour moi étaient déjà pas des stars, mais déjà des gens du milieu, des athlètes de haut niveau, et puis le courant est super bien passé avec tous. Enfin, aujourd'hui, bah, c'est d'ailleurs certains de mes potes et tout, et ça, c'est trop cool. Mais donc, ouais, j'ai vraiment commencé comme ça. Et puis très rapidement, ça s'est enchaîné que grâce à ça, en fait, en les publiant sur les réseaux, notamment leurs réseaux, et puis en le montrant à leur team aussi respective,
Mais j'ai été contacté et mon premier vrai projet du coup par Vincent Viette, donc qui est un athlète là sur Annecy pour son projet off qui avait été un des premiers projets off d'après Covid là, donc la Ancham, donc c'était la traversée en trail entre Annecy et Chamonix Mhm. par plusieurs massifs, notamment des Aravis. Et donc ouais, j'étais bien surpris, mais mais euh, mais en fait voilà, c'est mon premier vrai projet que j'ai pu faire. Donc c'était un petit groupe, hein, c'était donc le projet de Vincent et puis il y avait aussi Romain Berger et plusieurs personnes avec qui aujourd'hui je travaille plein. Et voilà, c'était les premiers contacts de personnes avec qui aujourd'hui je fais plein de choses. Donc c'est quand même super. Enfin, c'est une vraie preuve que dès le début ça s'est bien passé pour que ça puisse continuer jusqu'aujourd'hui. Et donc ce projet-là, en plus de ça, et là l'apothéose que j'ai pris dès le premier projet que j'ai fait, c'était donc moi je faisais de la photo et de la vidéo. Et sur ce projet-là, il y avait Alexis Berg qui travaillait aussi, qui était envoyé pour Strava. Donc lui faisait des photos pour Strava, moi je faisais des photos pour les autres partenaires. Et donc dès mon premier projet, j'en ai pris, pardon pour l'expression, mais plein la gueule, parce que je venais d'arriver, j'ai découvert Annecy, j'ai découvert des athlètes, un groupe d'athlètes, j'ai rencontré Alexis Berg, je me retrouve au col des Verts, pour ceux qui connaissent, dans la chaîne des Aravis, juste en dessous de la Pointe Percée. C'est la première fois vraiment que j'allais en montagne, en trail, enfin en tout cas en vraie montagne. C'est en même temps que je suis tombé amoureux des Aravis. Enfin, tout se chamboule très rapidement, quoi, alors que ça fait 3 semaines que j'ai commencé à faire des photos de trail. Donc, euh, donc Ouais, voilà, mais c'était quand même. tu l'as dit, hein, encore une fois, on le retrouve dans ce que tu viens de raconter, c'est tu prends la décision de contacter certains athlètes qui te permettent de montrer ton travail par le biais des réseaux sociaux notamment, et puis derrière ça engendre des réactions en chaîne, donc j'ai l'impression que c'est un fil conducteur chez toi, un petit peu l'audace et le fait de provoquer le destin. On a parlé avec Timothée Nallet de Penny Vertical, là, le fondateur récemment, de l'organisation un petit peu des médias d'aujourd'hui dans le trail. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu les possibilités que vous, en tant que créateur de contenu, et notamment photographe, vidéaste, vous avez la possibilité de vous rétribuer? Alors, est-ce qu'il y a différents moyens, des marques, des athlètes? Comment est constitué le milieu? Ouais, bah aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de manières différentes, pardon. Et moi, la plupart du temps, je travaille avec donc les marques de l'industrie, hein, du trail et puis un peu plus généralement de l'outdoor. Mais ça passe toujours en fait par certains biais. Donc ça passe toujours par le biais de souvent des athlètes. Mais en fait, qui a le budget? Enfin, les athlètes ont le budget qui viennent en fait de leur marque. Et puis donc ça c'est la première chose, c'est les athlètes. Et puis la deuxième, c'est les événements. Mais tout est relié au final aux marques parce que évidemment c'est elles qui ont les budgets et qui utilisent et distribuent ces budgets pour faire différents projets et du coup également des projets donc de création d'images et de création de contenu pour leur diffusion. Donc c'est souvent en fait très proche d'athlètes et moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier-là parce que je suis tellement passionné par ce monde-là et en règle générale aussi par les athlètes de haut niveau et par le sport de haut niveau que j'ai jamais fait réellement, mais ça m'a toujours intéressé, que j'ai fait ce métier-là. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est souvent des projets qui sont en parallèle en fait avec les athlètes, budgétisés par les marques. Et puis, il y a plein de types et d'applications. Évidemment, ça peut être des campagnes publicitaires, des shootings photos pour les collections, ça peut être des projets sur des courses, sur des coureurs, sur des projets off aussi. C'est par ça que j'ai commencé, moi, du coup, toute l'année 2020 où il n'y a eu aucune course, mais beaucoup de projets off. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Toi, ta position en tant que photographe vidéaste, tu travailles pour les agences de communication ou de presse, ou tu peux travailler aussi directement pour les marques et les athlètes? Bah, pour le coup, j'ai eu quelques expériences et tu l'as dit effectivement avec Tim, avec son agence. Donc j'ai eu quelques expériences de travailler comme ça par le biais des agences, mais au final ça se fait enfin, moi je l'ai pas fait beaucoup et je le fais pas, enfin je le fais plus d'ailleurs en ce moment, mais je veux dire c'est moi, je travaille directement, ouais, avec les athlètes, avec les marques. Donc, j'ai mes clients et certaines marques avec lesquelles je travaille depuis longtemps et depuis le début, bah, notamment comme même Compressport, qui m'ont fait travailler dès le début, alors que j'avais fait enfin, j'avais aucune preuve que mon travail était bon. Ou, et donc, voilà, toutes ces marques-là, en fait, te proposent et puis organisent des projets selon aussi les profils de photographes et vidéastes. Moi, je sais.
Et tant mieux d'ailleurs qu'il n'y a pas de compétition là-dedans, mais que des fois, avec la même marque pour laquelle je travaille depuis longtemps, en fait, eux, ils préfèrent prendre quelqu'un d'autre pour un projet voilà, qu'ils estiment que je suis pas peut-être le meilleur ou le plus adapté pour ce projet-là. Et donc voilà un peu comment ça peut se passer. Je suis désolé de te poser la question par avance, ça va être difficile à répondre, mais qu'est-ce qui fait un peu d'après toi, sans forcément te comparer par rapport aux autres, mais qu'est-ce qui fait un peu ta particularité dans le métier aujourd'hui? Ta spécificité? Alors c'est pas une particularité, je pense qu'il y en a plusieurs qui la partagent, mais j'ai eu très tôt et je le fais aujourd'hui et je veux le pousser beaucoup plus, l'envie de travailler là où d'autres peuvent pas aller. Donc l'envie en fait d'être motivé, et donc on en revient au début en fait, par l'aspect sportif dans ma pratique professionnelle. Et voilà, j'ai vraiment essayé en fait de lier mes passions quoi, qui étaient le sport, le trail en particulier, et puis la création d'images. Et aujourd'hui, pas tous mes projets, mais j'ai des projets qui en fait, enfin, où on me contacte moi parce que je peux aller, en montagne, parce que je peux aller à des endroits où d'autres mettraient peut-être plus de temps, où certains pourraient pas y aller. Après je suis pas le seul, hein, il y en a quelques-uns qui font ça. Et puis voilà, c'est de plus en plus en demande parce qu'évidemment, c'est compliqué quand même de faire de la création de contenu en montagne quand il y a des personnes, qui bougent, très vite comme comme certains athlètes. Et donc c'est une sacrée organisation et puis voilà, il faut aussi, un peu, du coup, entretenir cet aspect, là, de sportif pour faire ça, quoi. Ouais, très clair. C'est du coup, c'est une question me vient. Moi, je le mets un peu en relation avec mon cas personnel. Je dis pas que j'ai un problème de légitimité dans le milieu parce que voilà, je suis pas athlète professionnel et c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même relativement fermé. Mais toi, comment tu te sens en termes de légitimité par rapport aux athlètes quand tu es dans des situations difficiles? Est-ce que tu te sens intégré ou tu sens qu'il y a une différence par rapport à eux quand même? Ouais, alors je voudrais juste ouais, nuancer parce que alors aujourd'hui, pour, répondre rapidement à ta question et revenir après, non, non, il y a pas de pour moi, il y a pas de barrière avec les athlètes. Par contre, être légitime, c'est une sacrée question. Moi, je pense pas du tout l'être et je l'étais pas. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelque temps, tu m'avais déjà proposé de faire le podcast, sur Mm. lequel je t'avais répondu peut-être, enfin non, je voulais pas tout de suite, j'avais rien prouvé il y a encore quelques mois et Exact. aujourd'hui encore très peu. Donc j'ai quand même, je pense qu'il faut pas griller les étapes et faut faire ce qu'on sait faire petit à petit. Donc voilà, je voulais pas, je suis jamais, ouais, faut jamais mettre la charrue avant les bœufs et j'ai jamais voulu le faire et que ça soit pour tout quoi. Donc effectivement, ce truc de légitimité, c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, je suis pas sûr de l'avoir, hein. Pour moi, je suis personne, hein, j'ai rien fait, même si je suis content parce que je peux vivre de ma passion et de mon métier. Mais voilà, c'est pas non plus, et comme tu dis, j'ai pas fait de perf, j'ai pas gagné des courses, j'ai rien fait vraiment de concret dans le milieu. Je suis pas un acteur de ce milieu-là, même si j'essaie entre guillemets avec à mon niveau de l'être. Par contre, pour revenir non à cette différence, euh, comme je reviens, enfin comme pour redire ça, je fais ce métier-là pour rencontrer des athlètes et vu qu'il n'y a aucune barrière entre eux, avec eux, c'est extraordinaire parce que oui, sur mes projets, je partage des choses de fou et c'est ce que j'imaginais réussir à faire, mais je pensais pas y arriver et encore moins aussitôt. Mais j'ai pu ouais, faire des projets et aujourd'hui partager des aventures ou des expériences avec pas mal d'athlètes qui me rendent tellement content. On va parler des athlètes avec lesquels tu travailles. Et là, le premier athlète qui me vient, là, c'est Aurélien Junampalaz. Tu as bossé avec lui, tu l'as suivi, je crois, sur l'UTMB cette année. Euh, J'aimerais, peut-être pour les auditeurs aussi, hein, notamment, comprendre comment ça se passe, le métier de photographe pour un athlète comme ça, suivi sur un UTMB. C'est toujours, et pour bien clarifier, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours par le biais d'une marque. Donc ici, c'est donc sa team Compressport à Aurélien, qui va aussi organiser le projet de création d'images autour d'une course pour lui. Donc après, bon, l'UTMB, c'est que t'es quand même, moi c'était mon premier cette année, enfin en 2021. C'était donc le premier UTMB que je couvrais. C'est vrai que c'est à part, quoi. C'est Ah vraiment oui, un événement à part par rapport à tout ce que j'ai pu faire d'autres. C'est quand même bien spécifique. Mais voilà, après, comment ça se passe, c'est une décision, une envie et un besoin de marque
pour promouvoir du coup soit une paire, soit quelqu'un. Donc ici, ouais, c'était Aurélien qui faisait son premier UTMB. Et Donc qui encore une termine fois, deuxième d'ailleurs. et voilà, cas particulier qui termine deuxième, mais bon, sur la start line, on ne sait pas combien il va terminer. Et en fait, sur la start line, moi, je ne sais pas mes images, qu'est-ce que je vais en faire. Donc l'idée, c'est de filmer, mais sachant qu'il y a d'autres athlètes de ce team-là, donc c'est de filmer et de voir un peu comment ça se passe, sachant qu'on avait des idées en amont, mais qui pouvaient ne pas se concrétiser. Parce que Toi, tu bon, étais réservé uniquement à Aurélien sur cet UTMB-là. ouais, c'est ça. Pour cette édition-là, pour Hmm. le jour de l'UTMB, c'était ça. Moi, j'avais une mission, comme plein d'autres photographes avaient chaque mission pour chaque marque et athlète. Donc, effectivement, moi, c'était ouais, avec Aurélien et sur Aurélien. Mais voilà, et encore une fois, chanceux, on a pu avoir une super perf de sa part et donc de pouvoir faire une vidéo, bah, voilà, forcément mieux parce qu'il a fait une belle course, un beau podium avec une belle bagarre avec d'autres athlètes aussi. Donc, ça rend que, ça rend que plus intéressant les images. Qu'est-ce qui a été, quel souvenir tu gardes en tête là sur toute la journée et toute la nuit du TMB auprès d'Aurélien? S'il y avait un souvenir, un moment à retenir. Bah, j'avoue que c'était quand même un peu l'excitation. Moi, c'est mon premier UTMB. Alors, un moment, ça sera peut-être la fin, mais c'est vrai que c'est quand même l'excitation de se dire, mais il est toujours deuxième. Là, je suis en train de filmer un gars qui est deuxième de l'UTMB. Et puis, ça continue, il est toujours deuxième. Mais non, mais un moment, et puis, bah, voilà, c'est un peu, je pense, un peu cliché, mais bon, c'était mon premier, bah, la ligne d'arrivée, quoi. Moi, j'ai pu être, bah, du coup, comme tous les autres photographes, sur l'estrade, derrière la ligne. Première UTMB, il n'y a rien à dire, quoi. Je pense que t'as pas autant d'émotions que l'athlète, mais c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est quand même quelque chose. On s'était croisés, je crois, sur le parcours. Je crois que c'était à Valorcine et toi comme moi, on n'avait pas beaucoup dormi et c'est vrai que quand tu suis comme ça un athlète tout au long de la nuit, c'est quand même éprouvant. Et puis j'imagine à l'arrivée, tu dois avoir toute la tension qui se relâche aussi parce que c'est quand même du boulot de suivre un athlète comme ça toute la nuit. Ouais, donc vraiment, toi, ton souvenir, c'est l'arrivée, quoi. Ouais, ouais. Bah, après voilà, c'est la même tension, je vais dire que n'importe quelle personne qui fait l'assistance, qui a déjà connu le job de l'assistance en course. C'est quand même une vraie excitation et puis une vraie motivation à bien faire. Et puis voilà, moi c'était quand même, je travaille, donc c'est quand même aussi, il faut pas louper les images, il faut faire les bonnes choses et voilà. Mais effectivement, après tout ça, ouais, c'est quand tu es à l'arrivée puis que tu réalises. Enfin, en fait, c'est bête, mais c'est un peu comme le sportif, quoi. Tu réalises pas que tu as fait des images sur le deuxième de l'UTMB, ça s'est super bien passé. Tu sais pas si tu as des belles images et en même temps c'est fini, c'est trop bien. Donc c'est sûr que c'est quand même un moment que tu te souviens. Ouais. Puisque on parle c'est un court métrage que tu as fait avec Aurélien. Quel sentiment tu as quand tu as fini de boucler le montage? Tu es satisfait? Comment ça se passe? Tu le présentes d'abord à l'athlète et avant de le sortir sur les réseaux, comment ça se déroule? Ouais, bah après à l'athlète, à la marque surtout. Et bah voilà, et du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, je suis super content comme toutes les prods et surtout quand ça se passe bien. Voilà, aujourd'hui, quand je le re-regarde, alors c'est vrai que c'est un format très court, assez typé. Euh, pas marketing, mais bon voilà, c'est des choses assez courtes qu'on présente. C'est pas un vrai film, mais donc oui, t'es super content, mais j'ai envie de faire mieux au prochain UTMB quoi. Hmm. Ouais, t'es quand même pas satisfait. On sent le côté perfectionniste qui ressort hein, chez toi. Non, non, mais bon, c'est ouais, enfin, si, je suis content de cette vidéo-là. Elle représente, en fait, c'est aussi l'objectif de la création d'images, c'est qu'en vrai, au-delà de mettre la mise en avant de certains trucs et l'aspect très commercial, c'est quand même de figer des choses dans le temps, que ce soit en photo ou en vidéo. Et donc voilà, c'est quand même une belle vidéo sur son premier UTMB. Et voilà, elle existera toute la vie cette vidéo-là, et ça sera toujours cool de la revoir dans 10 ans, quoi. Je t'ai vu là récemment sur le marathon de Paris qui vient d'avoir lieu là ce week-end. Donc du coup tu sors un peu du sentier, des sentiers battus du trail. Décision volontaire ou c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à aller sur le marathon de Paris? Bah, voilà, c'est des projets qui se présentent avec des marques sur le long terme et donc qui englobent aussi certains événements clés comme le marathon de Paris. Après, il y a aussi un vrai truc, c'est que donc moi je veux faire du trail encore beaucoup, je veux faire que ça. Mhm. J'ai commencé par faire que ça, mais c'est vrai que c'est toujours bien.
de faire aussi un peu d'autres choses. Donc j'ai eu l'occasion de shooter aussi un peu de triathlon, de cyclisme, tu vois là un peu de running. Et puis bon, au final j'en fais quand même aussi de temps en temps du running, hein. Je peux pas faire que du trail Mhm. voilà, l'hiver ou même d'autres périodes. Donc voilà, c'est aussi ça, toucher quand même un peu à d'autres choses. Et puis c'est quand même, c'est pas quelque chose où je suis fan du marathon de Paris, mais Ouais, tu te fermes pas les portes, on va dire, je- entre je- guillemets, de ton activité, quoi. voilà, je pense qu'il faut un peu toucher à tout aussi, même si se spécialiser dans quelque chose, c'est aussi important pour essayer de maîtriser ce domaine-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, je peux bien t'en parler puisque il y a un podcast spécifiquement lié au trail. C'est vrai que certains collègues, comment dire, élargissent un petit peu leur champ d'action, mais moi, c'est un vrai choix de rester spécialisé là-dedans. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Euh, autre projet hyper important, et alors là on est dans le projet Mastoc avec le fameux Thibaut Barognan qu'on salue une nouvelle fois. Salut Thibaut. Le Trail NC 2022. Trail and Sea, piste et mer. Tu peux nous raconter un petit peu le film de ce beau projet que tu as fait avec Thibaut et ses amis? Ouais, bah, du coup, donc leur team, la Trail Nancy, Thibaut, son entourage, donc avait comme projet d'aller faire au Cap-Vert la traversée de plusieurs îles et puis un côté aussi humanitaire et écologique. Et donc ouais, c'était un super projet où j'ai été contacté donc par Thibaut et son pote aussi, donc Julien Raison, qui est aussi réalisateur, qui est aussi un bon ami avec qui j'ai travaillé plusieurs fois l'année dernière. Et donc voilà, d'un commun accord, on s'est dit bah ça serait chouette qu'on fasse tous les deux le film avec Julien. Ça serait vraiment cool qu'on parte pour faire ça. Et donc, bah oui, rien à dire, c'était une superbe expérience où pendant près de 3 semaines, on a rencontré beaucoup de monde, parcouru plusieurs îles du Cap-Vert et voilà, et fait beaucoup d'images. Aujourd'hui, le film est en montage. On a sorti récemment, du coup, là, le teaser du film. Et c'est vrai que c'est un peu rigolo de se dire, c'est un peu pour moi, pas l'apothéose, mais 4 ans, hein, il y a 4 ans, enfin 3-4 ans, c'est vrai que j'ai contacté un petit Beau pour ça, pour vite fait faire des photos. Et puis aujourd'hui, voilà, je fais un énorme projet, aller au Cap-Vert avec lui, de film. Donc ouais, c'est quand même c'est super chouette. Ouais, c'était allé très vite, hein. C'est allé très très vite. Là encore, je te pose une nouvelle fois la question sur ce projet Trail NC. Si tu devais ressortir un moment un peu exceptionnel de ces trois Ouais, semaines. il y en a eu plein, mais non, mais il y en a eu pas mal. Mais c'est vrai que c'est quand même sur une île, sur l'île de Fogo, où en fait il y a un volcan qui culmine à 2800 mètres à peu près d'altitude, quoi. Donc c'est un peu comme on connaît, un peu au Canada, un peu comme les Canaries. C'est des volcans où quand tu es en haut, tu vois toute l'île. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Moi, j'avais jamais trop vu ça. Enfin, je suis déjà parti à La Réunion, c'est un peu similaire, mais c'est vrai que là, c'est quand même frappant. Et puis, euh, et puis ce moment-là était génial, quoi, parce que bah, tu es tout en haut du volcan, t'attends Thibaut et son pacer. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des moments où, en plus, t'as plein d'images. Donc, on avait avec nous aussi un autre photographe qui faisait des photos pour le projet. Et puis, pour ce coup-là, il y avait toute la team du projet qui est montée en haut du volcan exprès aussi. Donc c'est vrai que c'était un moment assez chouette ou un peu l'apothéose de ce projet-là, quoi. Ok, et un moment un peu compliqué. Alors, parce qu'il y a pas tout, pas tout ne s'est bien passé quand même. C'est pas possible. Il y a dû avoir un moment où c'était un peu compliqué. Bah, ça s'est quand même très bien passé pour le coup. Je pense qu'on aurait pu, enfin, ça aurait pu être bien pire. Mais effectivement, et je sais qu'on s'en amuse beaucoup maintenant et que Thibaut aussi l'énonce plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est un moment où on a suivi du coup Thibaut, son pacer, et puis Julien avec moi, l'autre réalisateur. Donc on les a suivis sur une portion de sur une portion de chemin, sur à peu près, bon, c'était pas beaucoup, hein, je crois que c'était 15 ou 18 bornes, 1000 de D+. Bon, bref, on devait juste les suivre sur cette portion-là parce que ça devait être joli. Puis il y avait des problèmes d'organisation, on n'était pas sûr d'être à l'heure, bref. Donc on part, on les suit. Et en fait, comme souvent au Cap-Vert, et Thibaut en a fait beaucoup les frais, les chemins indiqués sur les cartes ne sont pas forcément des chemins véridiques sur le terrain. Donc ouais, on s'est bien retrouvé dans une
une bonne situation, comme on n'aime pas trop le vivre, où on était perdu, sans eau, pendant plusieurs heures, en haut d'une falaise, où on voit le village en bas où on doit aller. Mais bon, la falaise fait 800 mètres et puis il y a aucun chemin, heu, sous un soleil de plomb, donc ouais, c'est toujours, cool et en même temps, c'est un moment où, bah, donc Julien, il aimerait entendre ça, mais il était un peu mort, parce qu'il était déshydraté et tout ça. Et puis, Thibaut et donc Laurent, essayaient de chercher le chemin. Et puis c'est un moment où tu te dis: «OK, ça peut être cool pour le film si tu sors la cam», mais en même temps, tu as soif, tu es fatigué, tu galères à les suivre parce que, bah, eux, ils avancent quand même toujours vite, même s'ils sont morts et même s'ils sont à 50 bornes. Donc ouais, tu sors la cam, tu essaies de filmer comme tu peux, qu'est-ce que tu peux. En même temps, tu décroches le téléphone pour appeler l'équipe et dire où on est. Enfin, c'est vrai que c'est une situation, bah, quand même, particulière et en même temps, c'est aussi pour, bon évidemment il faut nuancer ça, sans danger, mais c'est aussi une situation pour laquelle je fais ce métier-là, où c'est des moments, où ouais, tu te dis, «Punaise, OK, là c'est vrai quoi, tu sens la vie et tu sens aussi, en même temps, bah, l'envie de faire des images et de se dire, «Mais ça, faut s'en souvenir, parce que c'est quand même, c'est chouette» et puis ça fait partie du projet aussi, quoi. D'où l'intérêt de s'entraîner comme il faut, dont tu parlais au début, hein. Exactement, ça on en revient un peu à là, du coup. On est début avril 2022, pour ceux qui écoutent l'épisode, qui écouteront l'épisode plus tard. Euh, Quels sont les projets pour cette année 2022, du coup, Justin, pour toi, principaux? Il y a 2 trucs, c'est déjà c'est compliqué de se projeter, moi c'est vrai que les projets arrivent quand même relativement au dernier moment, et les on va dire que l'industrie de l'outdoor est pas non plus le plus développé, le plus organisé, je pense, du monde. Mais du coup, c'est vrai que certains projets arrivent un peu, tardivement, quelques semaines avant. Donc c'est vrai que moi j'ai pas vraiment de visibilité sur des gros projets de cette année. Et puis, voilà, j'en ai quelques-uns où ça se concrétise, mais c'est pas forcément sûr. Donc voilà, là, bon, pour cette semaine, c'est vrai que je pars avec, encore une fois, avec Compressport, sur leur camp d'athlètes international pour faire des images. Après, j'ai déjà quelques courses de prévues, tu vois, comme la Skyrace des Mathésins où j'y fais des photos depuis 2 saisons. C'est vrai que c'est une chouette course. Donc voilà, il y a plein de petits projets qui se mettent en place, mais c'est vrai que j'ai pas du tout de gros projets de visibilité, sur cette année. Mais bon, j'espère que ça se passera bien comme l'année dernière, mais Les projets sortent relativement tard en général, ou c'est comment, au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Ça se fait plutôt au dernier moment? Comment ça se passe? bah, voilà, c'est comme tout, hein, en général, les athlètes ont leur, calendrier début de la saison. Après, le calendrier change. Donc, justement, pour revenir à Aurélien, qui devait faire la Hard Rock cette année. Donc on avait commencé à créer le projet, à imaginer le projet, avec son équipe et avec ses partenaires pour, partir faire, un film sur la Hard Rock. Donc voilà, après, la saison change, donc il a annulé sa participation à la course et donc voilà, c'est un projet qui s'annule mais effectivement, c'est déjà il y a peu de visibilité, les projets quand même arrivent, peu de temps avant leur réalisation, hein, quelques semaines et pas plus, donc c'est quand même aussi un milieu très incertain, et assez, avec beaucoup d'émulsions, donc c'est vrai que c'est compliqué de l'organisation, est compliquée. D'accord. Un peu d'instabilité quand même, quoi. Comment tu vois l'avenir de ton activité professionnelle en ce qui concerne les formats de contenu? Est-ce que tu te verrais plus vers quelque chose qui a plus attrait à du long métrage, ou tu restes sur des formats qui sont assez courts? Moi, on a parlé avec Simon Duguay lors de son passage dans la LTP notamment de Billy Yang qui pour moi est une référence mondiale sur ce niveau-là. Est-ce que toi, ce sont des choses qui t'inspirent? C'est vrai que j'ai pas cité Billy tout à l'heure, mais bah, c'est des personnes que tu regardes aussi quoi, quand tu fais ça et c'est toujours pareil, c'est que et je pense que c'est un peu dans tous les domaines et tous les collègues, avec qui je parle, c'est un peu pareil, mais c'est qu'on rêve de faire certains projets de doc, de films un peu plus longs sur lesquels, j'ai déjà des idées, mais qui en fait, sont souvent pas du tout les mieux payés et même si je fais pas du tout ça pour l'argent et heureusement que je fais pas ce métier-là pour l'argent parce que bon, c'est quand même pas quelque chose non plus de serein. Mais donc ces gros projets de films, ouais, j'espère pouvoir en faire. Aussi des gros projets en photo et pareil, j'ai des idées, j'ai plein d'idées, mais c'est toujours
on va dire, il faut quand même manger aussi un peu. Donc, c'est toujours les projets un peu plus commerciaux, les campagnes publicitaires, Bien sûr. les campagnes marketing qui priment et qui sont les plus fréquents. Donc, ouais, voilà. Ok. Justin, est-ce que tu as un sujet à aborder dont on n'aurait pas parlé avant qu'on se sépare? Ouais, il y a un petit truc et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'était un peu cet aspect-là de cette génération jeune d'élite ou en tout cas de passionnés de trail et en règle générale de montagne. Moi, je partage beaucoup de choses avec plein de photographes comme moi qui débutent un peu aussi, qui sont à fond là-dedans, avec plein d'athlètes qui sont aussi à fond là-dedans. Et c'est vrai que c'est juste pour mettre en avant ça et j'apprécie beaucoup ça, cet élan et cette génération qui est vraiment passionnée. C'est vrai qu'on on le dit souvent, mais le trail est un sport en général qu'on pratique après d'autres sports. Et moi, je l'ai fait aussi. Et beaucoup de monde, enfin beaucoup de champions aujourd'hui et toute la tranche des 15 dernières années d'athlètes en sont les témoins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive sur une génération qui commence par le trail, qui se passionne directement par le trail, par la montagne, et que je trouve ça super intéressant. Et puis voilà, c'est pour mettre un peu en avant aussi toute cette génération-là. Et j'espère pouvoir faire des projets un peu plus perso aussi, avec avec cette nouvelle génération, avec ces nouveaux athlètes, ces jeunes athlètes avec qui je m'entends pour beaucoup super bien. Et j'espère voilà, avoir des beaux projets avec eux. Et en tout cas, aujourd'hui, continuer à les mettre en avant par mes images et puis les mettre en avant c'est pour ça que j'en discute aussi. Cool. En tout cas, tu fais du super boulot. J'apprécie énormément ce que tu proposes. Toujours en qualité et c'est chouette. Est-ce que on peut passer aux questions rapides si tu veux bien? Je sais que tu pratiques beaucoup le trail, donc on a parlé beaucoup de photographie, mais on va faire les questions rapides habituelles. Est-ce que tu es prêt? Oui, carrément. Alors ouais, mais là la question est pas forcément adaptée, parce que si je te dis plat favori après la course, mais je vais la reformuler, plat favori après une longue sortie. Je vais dire du riz quand même. Du riz tout simple? Non, mais du riz avec des petits légumes, sauce soja, un truc un peu bon là. D'accord. Ta boisson favorite après la sortie? Un petit coca. Ah, Coca. Gel, bar, les deux ou aucun des deux quand tu suis un athlète sur un shooting ou quand tu t'entraînes? Ah, pas les gels parce que ça va trop vite, mais je cours jamais assez vite pour. Mais les bars, ouais, pas Les mal. bars. Fait maison ou industriel? Ouais, fait maison. Alors quand tu attends un athlète à un point de passage, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Le vent, ça se voit moins sur les images, mais la pluie, c'est moins chiant. Non, il faut choisir. La pluie. Quand tu suis Thibaut Barognan ou Aurélien Dunant-Palaz, tu préfères une bonne plaque de verglas ou des bonnes racines? Oula, non, les racines, ouais, carrément. Les racines. Quand tu suis un athlète, tu préfères courir de nuit ou de jour? Ah, 2 jours, on va dire, pour les images. Pour les images. Quand tu cours, que tu t'entraînes, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Ouais, podcast. Podcast. Bon, c'est cool. Ça, c'est bien ça. Tu fais partie de la team podcast, ça me fait plaisir. Quand tu t'entraînes, tu préfères courir seul ou accompagné? Ouais, accompagner, c'est quand même toujours mieux, mais ça arrive moins souvent. D'accord. Bon, mais Justin, je te remercie énormément. On va continuer la conversation. 5 petites minutes pour les Patreons, 5-10 minutes pour les Patreons qui me soutiennent. Et je le répète, si vous souhaitez soutenir le projet LTP, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Merci beaucoup, Justin, en tout cas, pour ton temps, pour tes explications. Et puis on te souhaite bonne continuation. Eh ben, merci beaucoup, c'était trop bien, super intéressant. Donc, ouais, c'est chouette, merci. Merci à toi, Justin. À plus. Ciao. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Justin Galland et je le remercie une nouvelle fois pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également pour aider le LTP à noter et à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ce sont les deux seules plateformes sur lesquelles il est possible de noter. Et ça aide vraiment le projet à être de plus en plus visible. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas,
Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!